est évident que nous vivons une période de décadence dans beaucoup de domaines, à commencer par le domaine artistique. Art et beauté ne sont plus liés. La création plastique est trop souvent abandonnée à la sensibilité déréglée, à la subjectivité et à la fantaisie des artistes contemporains. La recherche du sensationnel et de l'inédit règne en maître. Nous avons malheureusement pris l'habitude de juger des œuvres d'art d'après l'émotion qu'elles suscitent, ce qui revient à faire de l'art un domaine subjectif où ne se rencontrent plus finalement que des opinions, comme on dit, des goûts et des couleurs on ne discute pas. Mais si l'art est un système de pensée doté de son langage propre, alors il y a une vérité en art, une vérité objective qui dépasse les goûts personnels, car la pensée est faite pour connaître et exprimer la vérité. Ce diaporama s'adresse donc à ceux qui s'interrogent sur les fondements de l'art. Il s'inspire des conférences que donnait Albert Gérard, artiste peintre et fondateur de l'atelier de la Sainte-Espérance. Ces conférences avaient pour but d'exposer la pensée esthétique du peintre et sculpteur Henri Charlier. À la suite de ces deux artistes, nous allons explorer un musée imaginaire constitué des œuvres maîtresses d'art préhistorique, grec, égyptien, chinois, roman et gothique, et des œuvres des grands réformateurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, que furent Puvis de Chavannes, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, jusqu'à Charlier lui-même. Tout en les contemplant, nous tenterons d'expliquer pourquoi certaines sont objectivement plus belles que d'autres. Non pour rejeter les œuvres mineures, mais pour nous permettre d'en comprendre les limites, et ceci toujours avec le respect dû à la pensée d'autrui. Avant de commencer, précisons pour éviter tout quiproquo que par art, nous entendons les 6 arts majeurs que sont la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la poésie et la danse. Il ne sera pas question dans ce diaporama d'art culinaire ou d'art du divertissement. Nous nous occuperons principalement de la peinture, avec quelques aperçus sur la sculpture. Qu'est-ce que l'art ? L'art est une métaphysique. Ainsi que le faisait remarquer Paul Gauguin, l'art comporte la philosophie comme la philosophie comporte l'art, sinon que devient la beauté ? L'art, comme la philosophie, cherche à comprendre l'homme et le monde. Il pose les éternelles questions. Qu'est-ce que la vie ? À quoi sert-elle ? Plus précisément, l'art est un mode de connaissance de l'être, et en ce sens on peut dire que c'est une métaphysique, c'est-à-dire une philosophie de l'être. Henri Charlier affirme : l'esprit est fait comme au premier jour pour connaître les choses sensibles les plus simples placées devant lui, et partant de là, pour approfondir par un progrès attentif et patient sa connaissance de l'être des choses. Rien n'est plus intéressant que l'être objectif des choses qui existent en dehors de nous. L'écrivain suisse Charles Ferdinand Ramu a pu dire : je n'ai jamais douté des choses ni de leurs leçons. Elles existent en dehors de moi, d'où leur solidarité, et c'est leur permanence que je révère. Il ne faut pas les regarder, il faut les voir. Allons encore plus loin. L'art est une approche de l'être en tant que souverain beau.
Et qu'est-ce que le beau, sinon l'éclat du vrai? Selon Henri Charlier, la beauté est l'éclat du vrai, et sans elle, le vrai est dépouillé de la force qui le fait aimer. Le beau est donc l'objet de l'art. Il comporte néanmoins des degrés. Henri Charlier en voit trois: le beau surnaturel, le beau intellectuel et le beau charnel. Ils sont beaux tous trois, et tous trois sont légitimes, mais dans leur ordre. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie à respecter. Le beau charnel, la beauté du corps, et le beau intellectuel, la beauté de l'esprit, de l'intelligence, ne sont pas à rejeter purement et simplement, mais doivent être mis au service du beau surnaturel qui est celui de l'âme. La grandeur de l'art consiste justement à chercher et à mettre au jour cette beauté intime et fondamentale des êtres. En fin de compte, l'art est amené à s'interroger sur celui qui est l'être par excellence, Dieu. Pour reprendre les mots de Charlier, le beau, c'est Dieu lui-même. Il est le souverain beau, comme il est le souverain bien. Il est la beauté du bien qu'il est. C'est par lui que la nature est belle. Le rôle de l'art est de retrouver le sacré, de révéler la présence et l'empreinte de Dieu dans sa création. C'est dire que l'artiste a une fonction sacrée, celle de la louange qui consiste à rendre hommage à Dieu de ce qui lui appartient, et tout lui appartient. Tout doit servir à la louange divine. C'est l'art qui, après la Sainte Liturgie et dans la Sainte Liturgie, est chargé de la louange divine dans la société. L'art est un langage. Regardons maintenant diverses représentations de mains. Les premières, c'est-à-dire jusqu'à celle d'Albert Gérard, les premières sont stylisées et leur ligne est expressive. Les suivantes sont plus naturalistes ou plus molles, œuvres d'artistes de la Renaissance ou postérieures, qui s'intéressent davantage aux masses de chair qu'à la ligne. On voit ainsi que l'artiste est amené à interpréter la nature. Il peut se contenter d'une interprétation minimale, en imitant exactement le grain de la peau, les veines, les muscles, ou bien mettre l'accent sur certaines lignes ou sur des couleurs. Il peut aussi aller plus loin en cherchant à mettre au jour la structure même de la main, sa forme générale, et finalement l'âme qui est à son origine. L'œuvre d'art est une œuvre de l'intelligence qui s'adresse à l'intelligence. L'artiste opère des choix en représentant la réalité qui l'entoure. Il n'est pas un appareil photo qui cherche à imiter le plus exactement possible la nature. Sinon, les œuvres d'art ne serviraient à rien. Ceci rejoint la très belle définition que Cennino Cennini, élève de Giotto au XIVe siècle, a donnée de l'art plastique. Trouver des choses nouvelles cachées sous les formes connues de la nature. Et Charlier, la distance infinie des corps aux esprits interdit aux arts plastiques l'imitation pure et simple de la nature. Les beaux-arts sont, comme tout langage, un langage de signes. Ils s'ingénient à trouver dans les corps ou les sons les signes qui peuvent y figurer quelque chose dont l'esprit seul est capable. L'art est une parabole. Une parabole est un fait divers tiré de la vie quotidienne et dépouillé de tout détail superflu, qui devient symbole des mystères du royaume de Dieu. Parce qu'elle suit la pensée de son auteur, la parabole n'est pas entièrement vraisemblable. De même l'œuvre d'art, qui peut s'éloigner dans une certaine mesure de la nature. La Vierge romaine, si déconcertante de prime abord avec ses yeux immenses, nous laisse entrevoir l'innocence de Marie.
C'est grâce à ce que nous appellerons les abstractions plastiques que les objets représentés par l'artiste peuvent devenir une parabole, c'est-à-dire le signe de réalité qui les dépasse. Nous ne sommes pas en train de parler d'art abstrait. Comme nous le disions précédemment, l'œuvre d'art a pour objet le réel. Par le terme abstraction, nous entendons le procédé que notre intelligence utilise pour connaître le monde qui l'entoure. Il consiste à dégager un aspect commun à plusieurs réalités sensibles pour le visualiser en une représentation mentale qu'on appelle concept. Par exemple, à force de voir des sièges à dossier sans bras, je forme en mon esprit le concept de chaise. Celui-ci est suffisamment général pour me permettre de l'appliquer à une chaise Louis XIII comme à une chaise de jardin contemporaine. L'art plastique procède de la même façon, par abstraction. Abstraire veut dire tirer de, ab désignant l'origine et signifiant que l'on reste en communion avec l'objet. Ramu disait « L'abstraction se fait en profondeur, parce qu'elle est intérieure aux choses et nous fait entrer en elles. L'abstraction doit rester fidèle à l'être, sans quoi elle deviendrait une extraction, qui aurait bien un rapport avec le sujet représenté, mais dont la vie aurait disparu, comme par exemple dans un tableau cubiste. Il n'y a plus que de la matière, traitée de façon géométrique, et qui par conséquent n'est plus le signe de la présence d'une âme, parce que l'artiste a perdu le contact avec l'être profond de son modèle. La première abstraction à laquelle le peintre est confronté est la troisième dimension. Comment en rendre compte sur une surface plane qui n'a que la hauteur et la largeur ? Le mouvement est aussi une abstraction. Puisque l'œuvre d'art est immobile, il doit être suggéré d'une façon ou d'une autre par l'artiste. On peut également citer la matière. Comment montrer avec de la peinture qu'un vêtement est de velours ou de satin ? Cependant, les grandes, les principales abstractions en art plastique sont la forme, c'est-à-dire le contour, la structure, la couleur et la lumière. À partir du moment où un artiste se met au travail, il utilise ce type d'abstraction. Il dégage de son sujet tel ou tel aspect, et il le traduit par des couleurs et des formes, par la pierre ou le bois. Ce faisant, il obtient ce qu'on pourrait qualifier de concept plastique. Plus ce concept imite la nature, moins il est général et universel, et moins il est apte à nous élever à la contemplation de réalités supérieures. L'artiste procède donc à une généralisation. Pour illustrer cela, voici une photographie de la fin du XIXe siècle, puis le tableau qu'en a tiré Gauguin. Le peintre n'a pas reproduit servilement chaque détail de la photographie, il a choisi ce qui l'intéressait, y compris parmi les ombres et les lignes. À travers l'individu qui étanche sa soif physique à une source, il parvient à nous faire pressentir la soif spirituelle de l'homme en quête de vérité. L'artiste est par là même conduit au choix d'une technique intellectuelle, c'est-à-dire de l'abstraction principale par laquelle il va traiter et styliser son sujet. On appelle ces techniques intellectuelles parce qu'elles sont la métaphysique de l'artiste, sa façon d'envisager l'être. C'est pourquoi on peut dire qu'une œuvre d'art est une pensée plastique, une pensée exposée non par des mots et des raisonnements, mais par la lumière, la couleur, la forme, au point que Charlier pouvait affirmer « Ma pensée, c'est ma statue ». L'artiste traite son modèle selon sa philosophie. Il peut ainsi nous le présenter comme inconnaissable. Au contraire, son dessin peut saisir l'être en profondeur.
En effet, les trois abstractions principales n'ont pas la même valeur et ne produisent pas le même résultat. On peut le voir dans ces deux natures mortes, d'esprits si différents. L'une évoque la fugacité du temps qui passe, l'autre, à l'inverse, de permanence et de paix. Les fleurs de l'artiste chinois disent quelque chose de la vie qui les anime. Le tableau flamand, lui, respire une tristesse morbide. C'est pourquoi une simple purification de la technique ne suffira jamais. Comme il y a des degrés dans le beau, il existe une hiérarchie dans les moyens à employer pour manifester ce beau. Gauguin disait « Il n'y a de salut possible que par le retour raisonné et franc au principe ». Choisir une technique adaptée à la fin recherchée est de ce fait indispensable. Voyons en quoi consistent les trois grandes techniques intellectuelles, quelle est la meilleure et pourquoi. La technique de la forme. Des représentations d'animaux vont illustrer la première technique, celle de la forme. Les grandes civilisations antiques, de l'Égypte à la Chine, en passant par l'Afrique et la Grèce, n'ont connu qu'elle. Universellement utilisée en Occident jusqu'au Moyen Âge, elle a été presque entièrement abandonnée à la Renaissance, puis remise en honneur à l'époque contemporaine par des artistes comme Puvis de Chavannes, Van Gogh, Gauguin et Charlier. Attention, le mot forme est équivoque et va être entendu dans deux sens différents, quoique indissolublement liés. Tantôt au sens de forme plastique, c'est-à-dire de configuration extérieure, de contours définissant les êtres, comme on parle de la forme d'un vase, comme on dit d'un objet qu'il a une forme d'oiseau, de fleur, ou qu'il est carré ou rond. Forme et couleur sont les deux éléments de base d'un tableau. Tantôt au sens philosophique de forme substantielle, c'est-à-dire de principe d'organisation de la matière. On dit ainsi que l'âme est la forme des êtres animés. D'après Henri Charlier, les caractères de la forme plastique sont plus importants que ceux de la couleur, car ils sont la trace de ce que les aristotéliciens appelleraient l'action organisatrice de la forme sur la matière. On voit par cette citation le lien entre forme plastique et forme substantielle, la première faisant pressentir la seconde. Explication avec Gauguin. Il écrivait dans Noa Noa. Une fleur ne consiste pas seulement en ce qu'on voit d'elle, en son aspect évident, immédiat. Elle est avant tout dans ce que d'elle on ne voit pas, et qui est pourtant dans ce qu'on voit, et qu'il faut connaître pour ne pas se laisser induire en erreur par les premières apparences. Le caractère de l'âme est rendu visible par le développement particulier qu'elle a donné à la matière, puisque l'âme en est la forme substantielle. Invisible en soi, cette forme substantielle est perçue à travers la matière de la fleur parce qu'elle est responsable de son aspect extérieur.
Avec la question de la forme, nous atteignons le vif de l'art. C'est en effet un très grand mystère que cette liaison intime de l'esprit avec la matière par et à travers la forme plastique. Henri Charlier ne craignait pas de déclarer que la manière d'envisager le dessin est une solution du problème de l'âme et du corps, et qu'un portrait est un traité des rapports de l'âme et du corps. À travers le développement osseux du corps, en particulier du visage, nous touchons du doigt, pour ainsi dire, l'âme qui en est la source. Le visage est le miroir de l'âme d'une façon très concrète. En dégageant ces lignes essentielles sans se perdre dans les détails, l'artiste qui réalise un portrait nous met en contact avec une âme. À condition toutefois de représenter sobrement les expressions passionnelles, voire même de les supprimer, les traits du visage étant davantage la trace de l'esprit que l'expression psychologique de la joie ou de la douleur. Le sourire qui illumine un visage ou la douleur qui le contracte sont passagers et ne révèlent pas les profondeurs de l'âme. Voyez les portraits parfaitement impassibles des primitifs. Il n'y a pas de traces d'émotion ou de sentiment sur les visages. En s'éloignant de ce qui est fugace, on atteint une présence et une permanence extraordinaires.
La présence de la forme dans la matière se traduit par une tension interne. On dit parfois d'un corps statique qu'il a une forme élancée, un arbre par exemple. Or, toujours selon Charlier, celui qui saisit dans la forme d'un arbre ce qui est la trace de sa durée dans le temps et des forces qui l'ont fait résister au vent et vaincre la loi de la pesanteur, celui-là a saisi le problème de la forme. Les statues-colonnes de Chartres et le tympan de Moissac sont des exemples de cette tension interne. Il faut différencier cette espèce de mouvement intérieur qui est la trace de la vie, la trace de la durée, du mouvement physique qu'est la gesticulation. Le grand art ne recherche pas les mouvements violents qu'on peut voir dans l'Assomption baroque, mais bien plutôt cette tension de la forme dont nous parlions à l'instant. L'Aurige de Delphes en est une très belle illustration. Le conducteur de char est calme, concentré, maître de lui dans son triomphe, et pourtant rayonnant de vie et d'intelligence. Au contraire, le jeune jockey emporté par sa monture au grand galop est figé dans un mouvement tout extérieur et superficiel, comme par un arrêt sur image. La technique de la lumière. Reprenons nos deux natures mortes. L'atmosphère différente qui se dégage d'elle est due à la technique intellectuelle choisie. La première est traitée par la forme, la seconde par la lumière. En dehors de quelques exceptions, Michel-Ange par exemple, la technique de la lumière est celle qui caractérise l'art occidental du XVIe au XIXe siècle. La Renaissance a opéré une rupture sur tous les plans, y compris esthétique. Chesterton disait qu'au lieu d'être une renaissance, elle était une rechute, une revanche de la nature déchue de l'homme. Les artistes du XVIe siècle ont eu la prétention de revenir à l'Antiquité. Malheureusement, ils se sont inspirés, pour la statuaire, d'œuvres de l'Antiquité gréco-romaine finissante, fruit d'un art décadent, dont voici quelques spécimens. Tout ce qui est ancien n'est pas beau. Et l'art gréco-romain, après un éphémère apogée, a sombré dans une décadence caractérisée par l'amollissement de la forme. Afin de le faire sentir, prenons tout d'abord un exemple un peu extrême et qui n'est pas tiré de l'Antiquité gréco-romaine, mais de notre Moyen-Âge. Voyez la différence de style entre l'œil de la statue du XIIe siècle et celui du Saint-Siméon du XIIIe. Dans le premier cas, la ligne est sûre, incisive, et les plans sont nets. Dans le deuxième cas, les plans sont davantage fondus entre eux, la ligne s'estompe. Sous cet éclairage, examinons à présent deux statues grecques. La ligne de l'arcade sourcilière, nette chez l'Éphèbe blond, s'adoucit chez l'Hermès de Praxitèle. Les traits deviennent lourds, d'une beauté froide et sans vie. Cet amollissement de la forme va se retrouver dans l'art occidental à partir de la Renaissance. Notons au passage que c'est avec la Renaissance que s'est diffusé l'emploi de la peinture à l'huile, ainsi que le recours à une ébauche en terre avant la sculpture. Or, ces techniques, par la souplesse et la consistance grasse de leurs matériaux, rendent difficile l'expression par la forme. Elles traduisent au contraire parfaitement l'aspect de la peau et ce qu'on appelle la morbidesse, le moelleux des chairs. Ce n'est pas anodin.
Revenons à notre technique de la lumière. Elle consiste à traiter la forme par la lumière et non plus par la ligne, avec un goût prononcé pour l'expression psychologique des sentiments et des passions. L'intérêt se déplace de l'âme au corps, dans le but avoué de serrer de plus près la nature. Gauguin écrivait « Si l'art primitif procède de l'esprit et emploie la nature, l'art soi-disant raffiné procède de la sensualité et sert la nature. La nature est servante du premier et maîtresse du second. Mais la servante ne peut oublier son origine, elle avilit l'artiste en se laissant adorer par lui. C'est que nous sommes tombés dans l'abominable erreur du naturalisme. La forme existe toujours, sinon nous ne serions plus en présence d'art figuratif. Cependant, n'étant plus que le support de la lumière, elle s'amollit et perd de sa force. La lumière matérielle, n'étant pas responsable de l'existence des choses, reste un élément accidentel qui n'accroche bien souvent que d'insignifiants détails. Elle met en valeur le velouté de la peau, le moelleux des chairs, de façon sensuelle. Rembrandt est le maître incontestable de cette technique. Selon les propres mots de Charlier, Rembrandt cache dans ses ombres les solides attaches osseuses de l'homme avec son âme. Une lumière magique et irréelle absorbe la couleur même, cache les formes, et frappe au contraire les détails accidentels et fugitifs des visages. Ce peintre nous montre les âmes comme mystérieuses, uniques et inconnaissables. Utiliser la technique de la lumière revient à ne voir dans les êtres que des ombres qui passent ou des objets de plaisir. C'est Léonard de Vinci qui a eu le premier l'idée de manifester la lumière par l'ombre. Mais plus il y a d'ombre, moins il y a de lumière, comme on peut le constater dans cette nativité. Les anciens artistes choisissaient d'éclairer la scène d'une lumière égale partout, souvent même de représenter le ciel par un fond or qui symbolisait la gloire divine et la lumière spirituelle dans laquelle nous vivons, lumière qui vient de Dieu. D'où l'impression de certitude et de paix qui émane de ces descentes de croix et de ces mises au tombeau, malgré la douleur immense. Au fond, la lumière ne peut être rendue que par l'intensité des couleurs, plutôt que par le clair-obscur inventé par le Caravage, et qui consiste à éclairer violemment un seul point du tableau et à laisser le reste baigné dans le noir. L'effet est d'ailleurs très différent. C'est l'aspect pathétique de la mort du Christ qui domine. L'accent est mis sur le côté humain du mystère, avec une note de désespoir et d'angoisse. Quant à l'ombre elle-même, la traduire par l'ajout progressif de noir dans les plages colorées est une erreur. Cela encrasse la couleur et donne une impression de barbouillage, comme on peut le voir sur ce tableau du Gréco. On ne peut véritablement traiter l'ombre que par d'autres couleurs. C'est Giotto qui nous le prouve, avec ses drapés par exemple. Remarquons aussi qu'il n'hésite pas à supprimer les ombres portées, parce qu'elles sont fugitives. La technique de la couleur. Enfin, pour ce qui est de la technique de la couleur, les représentants les plus connus en sont les impressionnistes et les fauves dont Matisse et Derain font partie. La couleur est certes importante, mais elle doit être subordonnée à la forme, la couleur n'étant qu'un accident, qui a besoin par définition d'un support pour exister. Ce qu'il s'agit d'exprimer, écrit Édouard Dujardin, ce n'est pas le reflet, mais l'essence. La ligne exprime ce qui est constant, la couleur ce qui est momentané.
La ligne, un signe presque abstrait, rend le caractère de l'objet. L'ensemble de la couleur provoque l'atmosphère générale et l'impression. Cependant, la couleur a aussi son importance. Elle permet de résoudre le problème de l'harmonie de la création. Comment rendre compte en peinture de l'unité des êtres dans la diversité, si ce n'est par l'harmonie des couleurs sur la toile ? Ajoutons que les impressionnistes méritent toute notre gratitude pour avoir définitivement débarrassé la peinture du clair-obscur et pour avoir retrouvé la couleur pure, sans ajout de noir pour traduire l'ombre. Leur réforme a été ensuite complétée par des artistes tels que Cézanne, Gauguin et Van Gogh, qui ont réintroduit la forme dans la couleur par le style du dessin. La comparaison entre les rochers peints par Renoir et ceux de Cézanne le laisse entrevoir. Les plans apparaissent plus nettement chez Cézanne. En conclusion, après avoir étudié les 3 grandes techniques intellectuelles de la forme, de la lumière et de la couleur, qu'il nous soit permis de préférer la première, parce qu'elle s'intéresse à ce qu'il y a de plus profond et de plus essentiel dans la création. Comment voulez-vous exprimer l'âme, si ce n'est par la forme, disait lui-même le peintre Jean-Jacques Henner, qui pourtant pratiquait la technique de la lumière. L'art est une transfiguration. Saint Jean-Baptiste va nous servir d'argument pour aborder ce point. Les premières images nous montrent à quel point les anciens avaient compris la personnalité du précurseur, sa sainteté austère et virile, son amour ardent du Christ, le caractère unique de sa vocation. Léonard de Vinci et Guido Reni, pour leur part, n'ont vu en lui qu'un sémillant jeune homme au charme très humain. Au-delà des différences de style et de sensibilité, il y a surtout entre ces peintres une compréhension radicalement opposée de la finalité de l'art. Selon Henri Charlier, l'art n'est pas une distraction, il est une élévation, parce qu'il a pour vocation de dévoiler dans les choses ce qui est caché au simple sens, non pour échapper au réel, mais pour le comprendre. Il dit aussi « L'art a pour objet de dégager de la matérialité des formes l'esprit qui les fait ce qu'elles sont et qui les tient dans l'existence. » L'art n'est ni une imitation, ni une psychologie. Sa vocation est de mettre au jour l'âme des êtres, de la rendre visible en quelque sorte à travers la matière. C'est pourquoi l'art est une transfiguration. Comme notre Seigneur sur le mont Tabor a laissé resplendir à travers son humanité la gloire de sa divinité, l'art a pour vocation de manifester la splendeur de l'âme qui anime le corps. L'art, surtout l'art chrétien, est chargé de lever le voile qui cache à l'esprit les grandeurs de l'esprit. Toujours selon Henri Charlier, la transfiguration est le modèle de l'art. Elle doit dévoiler les choses spirituelles cachées sous les aspects naturels des formes. Consciemment ou non, les grandes époques d'art ont toutes eu cette intuition fondamentale, et dès l'âge préhistorique, on a envisagé le dessin comme tel. L'art authentique s'efforce d'atteindre l'être profond des choses à travers leurs apparences. Même si celles-ci sont réelles, l'essentiel est ce qu'elles recouvrent comme d'un voile. Mystère des choses, mystère de la présence de l'Esprit de Dieu dans les choses. Transfiguration n'est pas idéalisation. La beauté idéale n'existe pas, elle est une pure création de l'esprit. Elle n'a rien à voir avec la beauté spirituelle d'un corps perçu comme le reflet de l'âme. Faire un portrait en idéalisant les traits du modèle consiste à les arranger et à en gommer tout ce qui serait imparfait, de façon à les embellir. Évidemment, c'est flatteur pour le modèle. Mais au bout du compte, sa vraie personnalité s'évanouit. Nous n'avons plus sous les yeux qu'une beauté factice,
froide et inaccessible. Les constantes de l'art. En explorant notre musée imaginaire, nous constatons des similitudes évidentes entre les œuvres, non de style, car il est propre à chaque artiste, mais d'esprit et de technique. Nous pouvons ainsi dégager 5 constantes que nous allons analyser maintenant. Le réalisme. La première constante de l'art est le réalisme. Il nous faut faire une petite distinction. Il n'est pas question ici du courant de peinture dite réaliste de la fin du XIXe siècle et dont les plus illustres représentants furent Millet et Courbet. Ceux-ci réagirent contre le lyrisme du mouvement romantique en dépeignant de façon naturaliste la vie de tous les jours dans ce qu'elle pouvait avoir de plus banal, voire de plus vulgaire. Pour notre part, en parlant de réalisme, nous voulons dire que l'artiste part du réel qui l'entoure. Les beaux-arts doivent être considérés comme un mode de pensée s'appliquant à la vérité des choses, à leur être. Cette vérité des choses, pour le plasticien, c'est leur forme, en tant qu'elle est la trace de l'esprit dans la matière. Quand elles sont traitées par la forme, les scènes de la vie quotidienne revêtent un caractère de grande noblesse. Elles deviennent une sorte de liturgie par laquelle l'homme rend un culte à Dieu. Le trait. Et comment rendre compte de la forme en dessin, si ce n'est par le trait ? Lui seul peut dégager ce qui, dans la forme, est la trace perceptible de l'âme. Le trait est notre deuxième constante. 3 qualités lui sont nécessaires. Il doit être unique, spontané et expressif. Le trait doit être unique, c'est-à-dire sans reprise. Chaque trait ayant une qualité, s'ils sont superposés, ils finissent par n'en plus avoir aucune. Le bras dessiné par Courtois le démontre. Opposons-lui celui du bas-relief égyptien inachevé. Tout le volume du bras juvénile est enfermé entre ces 2 lignes gracieuses et fermes. Les dessins de Charlier et Gauguin sont une démonstration de la force que donne le trait unique au portrait. Gauguin a refait le trait de la mâchoire, il aurait pu légitimement effacer le premier. Le dessin de Prudhon est à l'antipode des précédents. Une multitude de traits constamment repris au point de disparaître, au profit de plans parfaitement fondus. Le réalisme de ce visage est saisissant, mais somme toute assez superficiel. Le dessin de Renoir, tout en rondeur, est flou. Le cheval de Picasso, lui, se passe de commentaires. Le trait doit être spontané, c'est-à-dire fruit d'un mélange de liberté et de maîtrise de soi. Il est exécuté du premier coup. Contrairement à ce qu'il peut y paraître, la spontanéité demande beaucoup d'efforts et d'entraînement. Baudelaire dit que tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. La spontanéité interdit toute esquisse sous le trait définitif, car cela l'empêcherait d'être souple et vivant. Mère Geneviève Gallois illustre très bien cet aspect. Elle a fait plusieurs ébauches avant de se lancer. Par conséquent, son coup de crayon est raide. Quant à son dessin, il est caricatural, presque cubiste, alors qu'elle désirait sans doute qu'il soit viril et énergique. Quel dommage! Car le trait doit être expressif,
c'est-à-dire vivant, et non raide comme un fil de fer. Le trait épouse la forme. Selon la formule de Gauguin, les lignes marchent par paires et enclosent un volume. Voici ce que Charlier expliquait à l'un de ses élèves. Le trait marche par paires. Donc ce qui importe, c'est ce qui se passe au centre, les plans de la forme étant le résultat de l'animation de la vie, de l'ossature, des muscles, du mouvement, qui vont gérer le contour de la forme. Voyez par exemple une montagne. Elle a mis des millénaires à se former, et vous devez en un instant en saisir et traduire en quelques traits toute la poussée intérieure, toute l'essence. On ne demande pas au trait d'être rigoureusement exact, ni impeccable. On lui demande de saisir quelque chose des profondeurs de l'être du modèle. Considérez ces deux japonaises en kimono. L'admirable dessin au pinceau d'Okusai rend bien pâle le croquis d'Orlik. Quelle souplesse dans le drapé du premier! Le trait de Picasso est peut-être unique, mais il ne cerne rien du tout. Celui de Palma et Giovanni est trop mou, et la musculature est assez étrange. Simplicité, gravité, austérité. Cette saisie du réel ne peut avoir lieu que dans un climat de simplicité, de gravité et d'austérité, qui seront nos dernières constantes. La simplicité est un trait commun à toutes les œuvres qui tendent au réel des choses. Les formes, dépouillées de tout superflu, seront sobres et même quelquefois frustres. De même, les expressions seront toujours contenues, les attitudes calmes et souvent hiératiques. Qui décrit se limite, qui suggère ouvre vers l'infini. Trop d'émotions sensibles rabaissent l'œuvre d'art, qui doit toucher l'âme plus que le cœur. Goethe disait « Sois économe des expressions et des physionomies ». Et Gauguin « Que tout suggère le calme et la paix de l'esprit. Évitez ainsi le mouvement dans la pose. Chacun de vos personnages doit être à l'état statique. » On juge aujourd'hui que plus l'émotion est instinctive, plus elle est authentique. Elle est devenue le critère de l'art. Celui-ci n'a plus que valeur de jeu, les artistes s'en prévalant pour lâcher bride à leur tempérament, c'est-à-dire aux facilités et aux bas-côtés d'une nature déchue, déplorait Henri Charlier. L'art ne peut se réduire à l'émotion, sinon les artistes se condamnent à rester à la surface des choses et d'eux-mêmes. La figure de Sainte Madeleine est là pour nous le prouver. Bellini et Niccolò dell'Arca, en insistant trop sur l'émotion, ont laissé des œuvres alambiquées et assez curieuses. La Madeleine du Caravage n'est guère crédible, malgré la larme qui s'échappe de son œil. Elle contraste singulièrement avec le silence, le recueillement et la douleur pudique des suivantes. Quelle est alors la place de l'émotion dans l'art? Selon Paul Gauguin, le plasticien ne peut être au service de son émotion sans dégrader ou tout au moins demeurer à un plan inférieur de l'art. Mais il doit se servir de son émotion comme d'un moyen d'attraction du monde sensible, en cherchant sur les corps des arbres, des plantes, des animaux, la trace du principe de vie qui les anime. La rigueur étant source de vie, l'art véritable s'accompagne d'austérité et de gravité, à ne pas confondre avec la sévérité. Un père abbé s'offusquait d'un certain rose dont Henri Charlier avait peint sa chapelle abbatiale. Celui-ci lui répondit « Mais mon père, l'austérité n'est pas grise. » Certes, l'art ne peut être que grave, comme le sont toutes les choses essentielles, comme la vie elle-même. Il est grave jusque dans le sourire. Les œuvres supérieures évoluent dans un climat de grandeur qui n'est pas sévérité, mais plutôt solennité.
Il en est de même pour la liturgie qui est le sommet de l'art. Sa solennité vient justement de ce qu'elle évolue dans la grandeur essentielle. La simplicité ne se contente pas de dépouiller la forme. Elle porte également sur le choix des sujets. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être compliqués ou extraordinaires pour nous faire accéder à l'universel. Les plus humbles, comme le tronc d'un arbre, les plis d'une étoffe, y suffisent, puisque l'être est présent dans chaque chose. Examinons ces drapés. Les premiers créent une sorte de rythme et servent à souligner la ligne générale ou le mouvement du corps. Dans le cas d'Aphrodite et de sa mère, puis de la synagogue de la cathédrale de Strasbourg, le drapé devient le sujet principal et a pour but de dévoiler le corps qu'il revêt. Les suivants sont traités avec beaucoup de science, mais le rythme est perdu. Revenons à la notion de simplicité. Elle doit régner également dans la composition du tableau. Prenons le cas de la fuite en Égypte. Quel est l'aspect le plus important de cet épisode de la vie de notre Seigneur? Le paysage? La grâce féminine de la Vierge? La fatigue de la Sainte Famille? N'est-ce pas plutôt le mystère de l'humilité du Christ fuyant la haine de sa créature? La simplicité porte enfin sur le choix des moyens techniques. On juge souvent les créations artistiques d'après la virtuosité et le savoir-faire. Or, la virtuosité est une maladie de l'art. Regardez le célèbre raccourci de Mantegna. Il est sans doute réussi, encore que les pieds soient trop petits, ils devraient être aussi grands que le visage du Christ. Il est sans doute réussi, mais le résultat est-il priant? La perspective géométrique en peinture n'a aucun intérêt. La perspective simplifiée de l'enluminure que voici n'est-elle pas bien plus décorative que celle de cette fresque? La technique est nécessaire, mais ce n'est pas là que réside l'art. Il n'est pas vrai que tous les moyens soient bons et que seul le résultat compte. L'art résulte d'un choix intellectuel rigoureux auquel l'artiste soumet et ordonne sa sensibilité. Le choix intervient ici comme la faculté primordiale de l'esprit. Il est en nous comme le sceau de notre liberté. Mais il est certain que le choix ne va pas sans renoncement. Choisir, c'est renoncer. Un vaste chantier s'ouvre devant les artistes d'aujourd'hui. Ils ont en main tous les éléments qui leur permettraient de continuer ce que Charlier appelait l'enquête plastique,
et de créer de belles et nobles œuvres d'art dans l'esprit de leurs devanciers, le tout sans plagiat ni pastiche. Certes, cela demande de grands dons, le travail, l'effort, l'acquisition de la technique, le choix des moyens à utiliser, une vraie vie chrétienne et même l'ascèse. Mais la gloire de Dieu est en jeu, cette gloire pour laquelle nous avons été créés et à laquelle nous sommes invités à coopérer. L'homme, le chrétien, ont pour mission d'achever la création selon le plan de Dieu. Laissons une dernière fois la parole à Henri Charlier. Les beaux-arts sont le plan d'achèvement du monde. Ils tracent les routes où s'engage la pensée. Ils forment chrétiennement l'imagination du peuple de Dieu, afin que les jeunes générations continuent dans le sens vrai de la création, cette enquête analogique qui permet à l'homme d'en achever l'œuvre pour la louange et la gloire de la grâce par laquelle Dieu nous a justifiés en son Fils bien-aimé.